Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat. Actu Débat de ce jour reçoit pour vous, comme tous les vendredis, Firmet Teko Agbo. Firmet Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique, bonjour. Bonjour Eli Goka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter nos invitations. Eh bien, entrons dans le vif du débat. Sous haute tension, écrit le journal. Problème de chef-lieu de commune rurale de Ziot 2. Les populations de Mission Tové adressent un mémorandum au chef de l'État. Problème de chef-lieu de la commune Ziot 2. Les populations de Mission Tové adressent un mémorandum au chef de l'État. Tribune du journal signée de Dani Aïda qui écrit « Sauter le verrou ethnique pour démocratiser les institutions ». Le tonnerre écrit « Reprise des ultimes consultations bilatérales à Accra en attendant le fiasco ou le salut. Rumeurs sur les crimes rituels, le ministre Yak Damran interpellé. Rapport au CDE, examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo, politique et cadre institutionnel pour la promotion de la jeunesse. Le journal L'Audience écrit litige foncier dans le canton d'Abobo, acte 2 des décisions de justice qui anéantissent les efforts du ministère de tutelle. Et un arrêt incohérent de la Cour suprême à l'origine de violents affrontements probables entre collectivités Zoumakbe, Dara et Guidignan. Le Salon international de l'eau, de l'énergie et de l'environnement du 24 au 28 avril à Lomé, c'est à lire à la page 7 du journal Consolidation. À la base, la militante Tchegan installe les structures locales unir dans la préfecture de Kpélé. Les travailleurs de Mousse Confort menacent d'entrer en grève pour mauvaises conditions de travail. Amélioration climat des affaires, la société innove et puis lisez solution à la crise togolaise que propose le frère du révérend Johannes Bavon. La voix du peuple écrit que devient le décret qui prévoit la visite technique par an. Un décret contradictoire pris en conseil des ministres du 21 mars 2018. Le refus de peser son véhicule est désormais une infraction pénale. La CEDEAO dispose désormais d'une radio régionale basée à Morovia. Lisez l'article à la page 5. Comment relever les défis dont à savoir les fonctions de l'État. Vérité des peuples, le journal écrit dialogue politique au Togo, la candidature de Fouad Yassingbe en 2020, bien sûr, alimente le débat. Pourquoi une fixation sur la personne du chef de l'État? Crise dans le secteur de l'éducation, le rapport du groupe de travail remis au Premier ministre. Une lueur d'espoir se dessine. Le vice-président, bien sûr, unir de la région centrale au contact des comités de base. Une tournée pour remobiliser les troupes. Attribution des marchés aux femmes et jeunes entrepreneurs, le gouvernement fait le point pour faire face aux enjeux technologiques de l'heure. Togocom présente son nouveau logo et affirme ses ambitions pour le Togo. Voilà, Firmet, très rapidement, ce qu'on peut retenir donc des journaux, de la une des journaux parus ce matin. Eh bien, Firmet Teko Agbo, une bonne nouvelle pour certains, trahison pour d'autres. La C14 a cédé, selon ce qu'on peut comprendre de façon très simple, sur la C92, la Constitution de 1992, version originelle, pour donc parler de modifications sur 5 points essentiels de la Constitution. Trahison pour certains, bonne nouvelle pour d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi je dis... Vous l'avez souhaité, modification, en parlant d'un certain manque de mécanismes appropriés pour faire un retour à la version originelle de la C92. Aujourd'hui, vous semblez être écouté. Est-ce que je suis écouté? Peut-être, Dieu merci, si nous sommes arrivés à être écoutés. Est-ce qu'il faut les féliciter? Ouais. Moi, je comprends juste que l'opposition arrive petit à petit à être réaliste. Elle s'est rendue compte à un moment donné, c'est-à-dire la C14 s'est rendue à un moment donné compte que
elle baignait dans un irréalisme sans fin et qu'elle n'irait nulle part avec sa revendication relative au retour à la version originelle de la C92. C'est une bonne chose. Moi, je me dis, on a perdu tout ce temps-là pour rien, tous ces mois-là pour rien, alors que ce problème-là pouvait être résolu un peu plus tôt. Oui, ils ont même abandonné les 47 amendements. Moi, je me disais même que au moins, peut-être... Selon certaines explications, les 47 amendements se retrouveraient dans les 5 points sur lesquels la coalition voudrait que des réformes soient faites. Si ça est ainsi, c'est une bonne chose pour eux-mêmes, parce que le pouvoir que nous connaissons, le pouvoir de Lomé, n'accepterait jamais un retour intégral à la version originelle de la C92. C'est de ce réalisme que vous parliez. Oui, c'est de ce réalisme. Et il fallait s'attacher un peu à ce réalisme avant de brandir ce que cette opposition a toujours brandi. Moi, je dis simplement à ceux-là qui disent que l'opposition trahit. L'opposition, en fait, n'a pas trahi. Il faut la comprendre. Elle se rend compte d'un certain nombre de choses. Elle se rend compte que elle n'est pas soutenue dans sa revendication, que ce soit sur le plan national et international. Elle dit le peuple. Quel peuple? Quel peuple l'a soutenu? Vous avez vu des populations sortir. Oui, on a vu des populations. Vous imaginez, ce n'est pas tout le peuple togolais. Quand on dit peuple togolais, le peuple a demandé un retour à la version de quel peuple? Ne soyons sérieux. Quel peuple? Le peuple, c'est quoi? Le peuple togolais, c'est 7 millions d'habitants. Est-ce que 7 millions d'habitants sont sortis dans les rues et ont demandé un retour à la version originelle de la C92? Le peuple togolais n'a jamais demandé le retour. Le peuple, je reprends, hein, le peuple togolais n'a jamais demandé le retour à la version originelle de la C92. Ce sont les militants et sympathisants de la C14 qui ont demandé ce retour. Bon, encore que... avec l'effet Tipeee, bien sûr. Avec puisque bien avant, les regroupements politiques ne parlaient pas de retour à la Constitution. De retour avec l'effet Tipeee, ce sont des militants, une partie des militants. Je me demande même que si ceux-là qui demandent ça, ils comprennent grande chose ou s'ils savent même ce qu'ils sont en train de revendiquer et ce qu'ils représentent, même s'ils atteignent même ceux-là, s'ils atteignent même 1 million ou 500 000. Donc le fait de brandir le peuple, je pense que c'est en littérature, on parle de hyperbole. C'est de l'exagération en fait. C'est de l'exagération. Donc ils ont compris qu'ils n'ont pas... les responsables de la C14 ont compris à un moment donné qu'ils ne sont pas soutenus que sur le plan national, sur le plan international. Parce qu'un chef d'État n'accepterait ce retour-là. Donc ils ont compris. Donc ils n'ont pas trahi au fait. Ils ont compris juste. Ils sont réalistes. Ne dites pas, je l'ai dit et puis ils ont écouté. Non, moi je ne vois pas le débat de cette façon que Firmet et quoi, et puis non, ce n'est pas ça. Au fait, qu'est-ce que nous voudrions à travers cette émission, à travers mes chroniques, ce que nous souhaiterions, c'est que l'opposition soit à un moment donné, mûrisse un peu plus, qu'elle abandonne ou qu'elle se départisse des erreurs des années 90 et qu'elle ne continue pas de baigner dans les mêmes erreurs, qu'elle ne répète pas les mêmes erreurs que les années 90, que l'opposition aujourd'hui fasse de la véritable politique, qu'elle soit sérieuse avec la vie des Togolais, qu'elle se détache un peu de l'intérêt égoïste, de l'intérêt personnel et qu'elle fasse vraiment ce qu'on appelle la politique. La politique. Et pour vous, la politique, c'est quoi exactement? La politique. C'est subir les autres, c'est accepter aller dans le sens des autres? Non, la politique, c'est quoi? C'est tout d'abord, quand on vient en politique, parce qu'il y a un problème et on apporte une solution. Quand il n'y a pas ça, c'est le point de départ. On vient en politique parce qu'on se dit, celui-là gouverne mal, moi, quand je serai à sa place, je ferai ci, je ferai ça. Et je dois connaître toutes les règles du jeu. Pour être véritablement une alternative crédible. Pour être véritablement une alternative crédible. Les gens disent aujourd'hui qu'ils sont des politiciens, mais ils sont loin d'être une alternative crédible. Quand les gens demandent, ils passent des mois à dire retour à C42, et puis on leur parle même, on leur demandait, proposez-nous des mécanismes, et ils en sont
ils en sont incapables, mais ils sont loin d'être une alternative crédible. C'est-à-dire, pour simple revendication, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et maintenant, ils veulent qu'on leur confie la gestion de tout un État. Mais c'est grave. Il faut être toujours prêt pour pouvoir diriger. Il faut être toujours prêt pour pouvoir être une alternative crédible. On a proposé le statut des anciens chefs d'État ici. Aujourd'hui, ils en parlent dans leurs nouveaux articles. On a parlé aussi du Sénat. Une revendication ou une proposition soumise par les sentinelles de la République. Une revendication soumise par les sentinelles de la République. Donc, la C14 en a fait sienne, c'est une bonne chose. Il faut avancer. Parce que vous ne pouvez pas demander à un chef d'État de quitter le pouvoir, mais si vous ne lui proposez rien, que vais-je devenir après le pouvoir? Le statut des anciens chefs d'État. Jusqu'à présent, aucune loi n'en parle dans l'ordonnancement juridique togolais. Mais si cela est inscrit même dans la Constitution, on parle de loi organique qui va déterminer les conditions. Comment ça va se passer? Faure Gnassingbé ne sait pas, ne maîtrise pas son avenir après le pouvoir. Et vous voulez que du jour au lendemain, que Faure Gnassingbé vous appelle et qu'il dise venez prendre le pouvoir ou on fait retour à C92 avec application immédiate. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition a fait un pas. L'opposition a fait un pas. Ces partisans pourraient s'en féliciter. Moi, je ne voudrais pas que les gens les lynchent au fait. Moi, je ne souhaite pas ça. Parce qu'il faut qu'on avance. Et que les gens ne voient pas ça comme une trahison. C'est du réalisme. Moi, je vois des gens qui écrivent des choses. Non, c'est du réalisme. L'opposition n'a pas trahi. Elle est juste réaliste. Donc, que les gens ne s'attendent pas à les lapider, ou que les gens ne s'attendent pas à les lyncher. Non, elle a fait un pas. C'est pour le bonheur du peuple togolais. C'est pour qu'aujourd'hui, nous ne perdions plus du temps sur ce qui n'existe pas, ou ce qui ne peut jamais exister. Qui ne peut exister pour l'instant. Vous êtes bizarre, en fait. Allez-y. Que les gens ne les lynchent pas. Moi, je ne souhaite pas ça. Ils n'ont pas trahi. Non, ils sont juste réalistes. Ils veulent avancer. Alors, aidez-les à avancer. L'opposition, la C14 veut avancer. Donc, il faut l'aider à avancer. Que les mouvements qui les soutenaient avant ne voient pas en eux des traites. Non. Les activistes également. Des activistes. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Le fait que la C14 ait fait un rétro-pédalage en quelque sorte, ça a démobilisé. Et c'est comme il y a eu du cafouillage dans l'esprit même des regroupements qui les soutenaient. Parce que j'ai suivi un avocat de Togo Debout. Vous parlez bien sûr de Maître Diarra. La manière dont il a répondu que c'est comme ils ont été surpris. C'est comme ils ont été abandonnés, talonnés par la C14. Mais ils disent rester toujours accrochés à la C92. Écoutez, version originaire, en estimant que l'opposition ou la coalition des 14 n'a pas cédé sur la C92. Là-bas, ça veut dire c'est de la blague. Quand j'écoute ça, j'ai écouté plusieurs qui disent non, ils n'ont pas cédé, tout ça. Que l'essentiel, c'est les fondamentaux. Non, est-ce qu'avant, quand nous on parlait de fondamentaux, quand Jean y a envie de dire, par exemple, sur une chaîne de la place, parlait du retour plutôt fondamentaux. Il a été vivement. Même celui-là, cet avocat que vous avez reçu dans la semaine, quand Maître David Degli a parlé dimanche sur une radio privée, j'ai lu sa réaction sur la plateforme droit de réponse, la plateforme internet droit de réponse. Mais il s'est justifié. Non, c'est que non. Il n'attaquait pas Jean-Yves Degli. C'est parce qu'ils ont son confrère d'ailleurs. Non, il attaquait. Moi j'ai lu, mais que je ne veux pas dévoiler ce que j'ai lu. J'ai lu, c'était quelque chose de public. J'ai lu, mais c'est-à-dire ils ont été pris de court. C'est l'expression que je cherchais. Ces avocats de Togo Debout et autres mouvements politiques, ils ont été pris de court. L'opposition, la C14 a été réaliste et a surpris bon nombre. Donc, pour certains, la C14 a vite lâché. Non, elle n'a pas vite lâché. Est-ce qu'elle n'ira pas loin avec ça? Écoutez, mais est-ce que aujourd'hui... Pensez-vous que le facilitateur et des groupes
des groupes diplomatiques ont joué, ont pesé un peu. Oui, on pesait. Mais Nana Akufo-Addo leur aurait dit. Mais il faut laisser ça et aller aux élections. On le leur aurait dit, sérieusement dit, cette histoire n'a jamais existé parce que le président ghanéen leur avait posé la question par quel mécanisme, puisque le président ghanéen c'est un juriste. Il dit mais par quel mécanisme, ça n'a jamais existé. Ils n'ont pas été capables de pouvoir répondre avec des arguments solides. Donc que les gens évitent ces petites attitudes en disant la C14 nous a trahis ou on n'a pas fait un retour. La C14 aujourd'hui a compris que le retour là est impossible pour le moment. Fimeteko Agbo, les 5 points sur lesquels la C14 voudrait que des réformes soient faites. Parmi ces 5 points, on note donc les prérogatives du Premier ministre, on note les conditions d'éligibilité du président de la République, on parle également du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ces 5 points suffisent pour parler du retour aux fondamentaux de la C92? Oui, peut-être. Moi, ce que je souhaiterais même, c'est que l'opposition, c'est une bonne chose, en fait, ce qu'il propose, avant qu'on nous parle de Fonia Singbe, ce qu'il propose, je me demande quel régime l'opposition elle-même propose. C'est le fondamental, en fait. Quel régime l'opposition propose? Régime politique. Parce qu'avant, il y avait le régime semi-présidentiel. Et aujourd'hui, c'est devenu, la constitution togolaise institutionnalise un régime présidentialiste. C'est votre analyse. C'est mon analyse. D'aucuns diraient que non, c'est un régime présidentialiste aujourd'hui où le président de la République a des pouvoirs extraordinaires. Il est tout puissant, en fait. Le Premier ministre est là, mais il est sur papier, mais il n'existe pas. Le Premier ministre reste juste un commissaire. Un commissaire. Vous imaginez la différence. On dit, sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Regardez, c'est juste un article de la Constitution de 92 modifié. Or, avant, dans la version originelle, on disait, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Point. Je reprends. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Dans la version originelle. Maintenant, avec la version modifiée, on dit sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Vous voyez ça? Donc, avec cette nouvelle constitution, le président de la République, c'est un super puissant en fait. Maintenant, c'est quel régime? L'opposition aujourd'hui. Ils ont bien fait donc de mettre donc au menu, bien sûr, les prérogatives du Premier ministre. Cela permettrait donc de redéfinir les choses. De redéfinir les choses. Sur ce point, c'est une bonne chose. La Cour constitutionnelle, oui. Il faut qu'on déverrouille les institutions de la République. C'est une bonne chose. Mais le régime, quel régime aujourd'hui l'opposition propose? Vous savez, cette opposition était vraiment attachée. Si l'opposition était vraiment attachée à l'intérêt général et à l'intérêt du pays, au-delà de tout ça, jusqu'à la fin de ce dialogue, ou juste après la fin de ce dialogue, que l'opposition propose un régime ou qu'on aille même à une nouvelle république. Ça, il faut qu'on aille même, il faut que le pays avance, il faut qu'on aille... Vous savez très bien que passer à une nouvelle république suppose donc aller à des consultations électorales. Ça aussi, c'est un autre problème au Togo. Oui, c'est-à-dire, dans ce dialogue, on a toujours dit, il faut parler des réformes électorales. Mais là, quand on parle de nouvelle république, on parle de nouvelle république, ça a un nouveau contrat social. Parce qu'on a toujours eu à se disputer par rapport à la C92. Mais il faut qu'on aille à une nouvelle république qui tienne compte des réalités du moment. Je vous ai donné l'exemple de Emmanuel Macron qui veut instituer, qui veut mettre aujourd'hui dans la Constitution française. Des conditions de la mise en place de cette nouvelle république, qui sont des conditions électorales. Oui, mais non, attendez. Il va falloir tout d'abord mettre en place une constituante, des gens qui vont réfléchir, qui vont proposer un texte. Et sur ce point, je dis, mais Awanana, la dame Awanana aurait fait un travail extraordinaire. Bien sûr, avec l'expertise de grands juristes. De grands juristes, de grands historiens, de grands historiens, de grands anthropologues qui auraient fait un travail sérieux par rapport à ça. Et donc, après ce dialogue-là, on pourrait demander à aller à une nouvelle république pour éviter tout ça. Et là, l'opposition, et la société civile, et les juristes, et le parti au pouvoir, eux tous, ils seraient ensemble pour définir le nouveau contrat social. Et après, on soumet ça au référendum et le Togo aurait à évoluer. Maintenant, aujourd'hui, on fait venir les affaires fondamentaux. Il faut, à l'avenir, penser à une nouvelle république. Il faut que, parce que la constitution de 92, c'est une constitution qui est issue d'une crise. Donc ça porte les germes de la crise. Je dis,
La constitution de 1992, c'est une constitution qui est issue d'une crise. Donc ça continue de porter les germes de la crise. Eh bien, Firmin, des historiens vous répondront que les constitutions, les réformes viennent résoudre toujours une crise. Oui, ça vient toujours résoudre une crise, mais que ça ne personnalise pas trop les débats. Parce que le problème, dans les autres pays, on fait des constitutions en tenant compte de l'intérêt général et de l'évolution, de l'avenir des pays. Mais ici, la constitution est issue d'une crise en personnalisant le jeu. Et il y a des membres, Joseph Kokou-Kofigo. Et aujourd'hui, on veut un retour à cette constitution et on personnalise encore le fils du général qui est mort il y a de cela 13 ans. Eh bien, Firmin, la coalition de l'opposition a accepté ou a cédé sur le retour intégral à la constitution de 1992 et parle plutôt de réformes sur 5 points essentiels. Mais ce n'est pas fini. Firmin Tekou Agbo, elle tient à ce qu'en aucun cas, y compris le chef de l'État actuel qui est dans son 3e mandat, ne fasse un autre mandat de plus. Le débat reste toujours ouvert et braqué. Je vous ai dit, j'ai dit sur une radio cette semaine que je suis un légaliste. Et puisque vous me posez encore cette question, moi je vais vous dire aussi que moi je suis un légaliste, je suis un républicain, donc respectueux des textes de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'il y a un texte qui interdise à Faure Gnassingbé de se représenter à 2020? Je pense que Maître Degli même a résolu le problème dimanche. Il a dit juridiquement, Faure Gnassingbé peut être candidat en 2020. Juridiquement. Directement a repris presque les mêmes termes. Les mêmes termes. Est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui interdisent aujourd'hui à Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020? Il n'y en a pas. Et puis quand l'opposition parle de en aucun cas, mais Faure Gnassingbé est en train de faire déjà plus de 2 mandats. On serait en 2010, en 2015, et il y aurait ce débat-là, et on comprendrait. Et là, parce que Faure Gnassingbé était en train de faire 2 mandats, et on lui aurait interdit, monsieur, vous ne faites plus un mandat de plus, parce que vous venez de faire 2 mandats comme le prévoit la version, ou l'esprit de la version originale de la Constitution de 1992. C'est sur ce point-là que je dis que Tikpi Atchadam, au moins, lui, il est cohérent. Tikpi Atchadam, lui, il est cohérent. C'est pour ça que je vous vois, par exemple. Oui, parce qu'en 2015, il s'est opposé à la candidature de Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, il s'oppose. C'était avec le Front Tchoboué, Tikpi Atchadam, Abbas Kabwa et autres. S'était opposé à la candidature de Faure Gnassingbé à l'époque parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de réforme sérieuse pouvant garantir la transparence des élections. Et de plus, Faure Gnassingbé avait déjà fait 2 mandats, donc il pouvait l'empêcher de faire la phrase en aucun cas, lui ne peut faire plus de 2 mandats, était beaucoup plus d'actualité. Était à l'époque beaucoup plus d'actualité. Et aujourd'hui, Tikpi Atchadam est toujours dans cette dynamique. Sur ce point, il est cohérent. Tikpi Atchadam, sur ce point, n'a pas changé parce qu'en 2015, il s'est opposé à la candidature de Faure Gnassingbé et aujourd'hui, il s'oppose encore à la candidature de Faure Gnassingbé. Il y a une cohérence. C'est pour cela que, entre la coalition, entre la C13 plus 1 et Tikpi Atchadam, c'est le jour et la nuit, au fait. Ils ne pourraient jamais évoluer ensemble. Vous pensez que c'est une nuée de façade? Oui. Eux-mêmes, ils savent. Regardez les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Et Tikpi Atchadam qui maintient sur sa position. Regardez. Je dis, la C13 et Tikpi Atchadam, c'est le jour et la nuit. Le jour, c'est la cohérence avec Tikpi Atchadam. La nuit, c'est la C13 avec l'incohérence de la C13. Mais tous les candidats ou tous les leaders de la C13, comme vous les appelez aujourd'hui, certains n'ont pas été donc candidats ou à la présidentielle de 2015. Regardez, je vais vous dire. Tikpi Atchadam s'était opposé à la candidature de Faure Gnassingbé en 2015. On avait demandé au CAP 2015 de ne pas, on avait demandé à Jean-Pierre Fabre de ne pas aller à cette élection. Il a dit oui, pas de réponse, pas d'élection. Et après, quand les mallettes ont circulé, quand les financements de campagne sont tombés, les gens ont dit on va aller à cette élection. Et ça me paraît bizarre aujourd'hui. Et ça me paraît bizarre que ceux-là, les responsables de la C13, des responsables de la C13 s'opposent aujourd'hui à la candidature de Faure Gnassingbé ou pas de morale. Regardez, ça me paraît bizarre que le professeur Oulou, Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, Santé du Peuple,
Antoine Folie. Eux tous, ils s'opposent aujourd'hui à la candidature de Fonya Singbe en 2020. Parce que ce problème-là pouvait être résolu depuis. On leur avait dit, n'allez pas à cette élection. Fonya Singbe venait de faire 2 mandats. Ils ont accepté, ils se sont entêtés. Et on leur a même ajouté, le fichier là n'était pas crédible. Le fichier électoral n'était pas fiable. On leur a dit. Mais le fichier a été on dit consensualisé. On dit fichier électoral consensuel, mais pas fiable. Non fiable, mais consensuel. Comment vous pouvez accepter aller à cette élection? Mais c'est de la duplicité, c'est de la mesquinerie politique. Pour ne pas dire amusement politique, parce que c'est comme on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, cette C13-là est en train de s'opposer à la candidature de Fonya Singbe. Donc pour vous, oui, allez-y. Écoutez, et ça me paraît bizarre que cette C13-là parle de morale. Waouh! Cette C13 va parler de morale à Fonya Singbe. Mais quand il s'était agi de parler de morale en 2015, ils ont fait abstraction de la morale. Ils ont fermé les yeux sur la morale parce que quoi? Parce qu'il y avait des malades qui circulaient, parce qu'il y avait des financements de campagne. On a appelé, il a fallu qu'on appelle quelqu'un à Abidjan et il est revenu. Et après, le groupe l'a suivi, le professeur Wolu, tout ça. Et ceux qui avaient battu campagne pour que Jean-Pierre gagne. À l'époque, il n'y avait pas la morale. La morale n'existait pas dans le dictionnaire. Vous savez, le Togolais aime reprocher à l'autre ce qu'il affectionne soi-même. Le Togolais aime reprocher à l'autre ce qu'il affectionne soi-même. Il parle de morale aujourd'hui. À l'époque, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'on appelle morale. C'est pour ça que Fonya Singbe ne les respecte pas. Fonya Singbe trouve qualifie ses, je peux dire, et voit en ses opposants des plaisantés en fait. Donc pour vous, Firmin Tekoh Agbo, la non-candidature de Fonya Singbe que réclame donc la C14 est un marché de dupes. Non, c'est un marché de dupes. Écoutez, c'est comme il baigne encore dans une nouvelle erreur. Il baigne encore dans une nouvelle erreur. Vous avez fait un retour, vous avez parlé de C92 à un moment donné. Après, on a crié et vous en êtes aujourd'hui abstenu. Et aujourd'hui, on vous parle encore. Vous sortez encore un autre truc qui est de une illusion totale, qui est un truc qui n'a aucun fondement. Vous voulez continuer dans cette dynamique. Si vous ne faites pas attention, le peuple va vous dire vous n'êtes pas sérieux. Et les responsables sérieux vous disent déjà que vous n'êtes pas sérieux avec ça. On a donc eu la réaction du professeur Magloire Kwakouvi, le professeur donc, de philosophie politique qui dit que l'opposition est habituée à donner de faux espoirs au peuple. Oui, elle est habituée à donner de faux espoirs. Et c'est ce qu'elle continue à dire. Non, sans ce retour à ce il n'y aura rien. Et aujourd'hui, on parlait de l'époque de position de principe. Et aujourd'hui, elle baigne encore dans cela. Ce n'est pas sérieux. Maintenant, il faut que le débat évolue. Il faut oublier ces histoires-là. Parce qu'il faut que l'opposition arrête. Que ceux-là qui sont aujourd'hui dans la C13, que ceux-là arrêtent de parler d'éthique. Qu'ils arrêtent de parler de morale. Parce que quand l'occasion s'était prêtée à eux, ils ont fermé les yeux sur la morale. Ils ont fermé les yeux sur la morale. Quand il y avait des sous à l'époque, ils ont fermé les yeux sur la morale. Il faut qu'ils oublient ça. Il faut pas qu'on trompe ce peuple-là pour rien, en fait. Pas qu'on trompe ce peuple-là. Vous croyez que Fonya Singbe va le considérer? Mais Fonya Singbe va dire, mais vous me parlez de morale. Et vous-même, à l'époque, vous ne savez pas qu'il y avait la morale qui existait. Vous parlez aujourd'hui de morale. Vous savez comment les philosophes définissent la morale? Pour les philosophes, c'est cette valeur-là qui consiste à se conduire raisonnablement, à éviter toute démesure et à accueillir avec sérénité les problèmes de la vie. À l'époque, ils pouvaient accepter cette histoire raisonnablement. Et accepter avec sérénité ce problème-là et dire on ne va pas à cette élection. Ils ont cautionné l'élection de Fonya Singbe. Et aujourd'hui, ils parlent de morale. Ils vont parler de morale à qui? Donc, Firmin Tekoh Agbo, la participation de CAP 2015 et des autres candidats à la présidentielle de 2015, de facto, rend légal et légitime le mandat de Fonya Singbe. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus lui demander de démissionner. On ne peut plus lui demander de démissionner. De ne pas être candidat. De ne pas être candidat. Ce n'est pas possible. Parce que c'est vous qui avez fait de lui président. Vous l'avez légitimé. Et vous mettez où, Firmin Tekoh Agbo, la fameuse phrase en aucun cas, ne peut faire plus. Qu'est-ce que vous parlez? Écoutez, Fonya Singbe allait à cette élection avec quoi?
L'opposition là-même, elle allait à cette élection avec quoi? Avec la constitution version modifiée, sans en aucun cas. Hein. Il n'y avait pas en aucun cas, ce n'est pas en aucun cas qui a guidé l'élection de Fonya Singbe. Ce n'est pas en aucun cas qui a guidé les campagnes des opposants contre des Jean-Pierre Fabre en 2015. Ce n'est pas en aucun cas. Cet en aucun cas aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, en aucun cas n'existe pas. C'est une proposition qu'ils sont en train de faire. Et il y a une loi qui dirige le pays et dans cette loi-là, il n'y a pas en aucun cas. Aujourd'hui, on ne connaît pas en aucun cas. C'est une fiction en fait. C'est une fiction. Ce qu'ils disent, c'est une fiction qu'ils mettent sur papier. Et quitte à l'accepter ou non. On peut l'accepter, on peut ne pas l'accepter. Donc, ils sont dans des incantations en fait. Les opposants sont dans des incantations. Parce que ça n'existe pas. Ce qu'ils disent en aucun cas, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez vu en aucun cas dans le constitution actuel? C'est des choses qu'ils proposent dans la tête, qu'ils mettent sur papier, et après ils disent, cela n'est même pas encore voté, et puis ils disent que cela s'applique. Et puis pas de morale. Oui, Efimé Teko Agbo, c'est leader de la C14, estime que dès que les fondamentaux de cette constitution sont remis à leur place, c'est-à-dire en insistant bien sûr sur la phrase en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats, Fonya Singbe doit subir donc les conséquences de ces modifications. Pourquoi? Donc on met ça en eux, donc Fonya Singbe lui-même, il va promulguer, il va prendre un couteau, il va prendre une balle pour se tirer dans sa tête. Il va prendre une balle, un revolver et se tuer lui-même. C'est-à-dire il va faire les réformes et en être victime. Et puis quelle loi? Parce qu'il parle de rétroactivité. Bon sens. Ah non. Écoutez, on dit le bon sens c'est la chose la mieux partagée selon les philosophes. Si vous voulez être philosophe ce matin. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée selon les philosophes. En 2015, il n'y avait pas de bon sens chez les opposants là, chez la C13 là. En 2015, il n'y avait pas de bon sens. Ils ont accepté que Fonya Singbe aille. Je vais répéter ça. Ils ont accepté que Fonya Singbe aille à ces élections-là. Ils l'ont cautionné, ils l'ont béni. Et ils n'ont même pas été capables de prouver que Fonya Singbe, qu'ils ont battu Fonya Singbe dans les urnes. Ils disent quand même qu'ils l'ont battu. Et les résultats sont où? Moi, les résultats qu'on avait, écoutez, peut-être on va rappeler. Les résultats qu'on avait à l'époque, suivez bien. Il y avait 2 résultats. Il y avait la partie septentrionale et la partie méridionale. Et les résultats, la partie méridionale, les résultats relatifs à la partie méridionale que l'opposition avait publié à l'époque, c'était exactement conforme à ce qu'avait publié la Cour constitutionnelle. Je divise ça en 2. Il y avait 2 types, la partie septentrionale et la partie méridionale. La partie méridionale, les résultats publiés par l'opposition, le CAP 2015, relatif à la partie méridionale, était exactement conforme à ceux publiés par la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je m'attendais à ce que l'opposition publie encore sa partie méridionale pour que je la compare, à ceux publiés par la Cour constitutionnelle. L'opposition n'a pas été capable de publier l'autre partie des résultats. Donc l'opposition nous prouve aujourd'hui que Fonya Singbe n'a pas gagné les élections et qu'ils arrêtent de parler de bon sens. Ils sont allés à cette élection. Vous comprenez, l'opposition est victime de son péché ou de son erreur. Non, est-ce que vous parlez de vitesse? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont en train de regretter? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont en train de regretter? Ça leur plaît. Et quand Jean-Pierre Fabre dit aujourd'hui, on ne va pas laisser Fonya Singbe être candidat en 2020, ça me fait sourire. Vous le croyez? Répondez, monsieur Goka. Vous le croyez? Vous êtes fou en ce qu'il dit? Répondez. Oui, ainsi. Ah oui, parce que je ne pense pas que vous puissiez vous laisser manipuler par Jean-Pierre Fabre. Parce qu'en 2015, il avait manipulé les gens en disant pas de réforme, pas d'élection. Après, les choses ont circulé et puis là, il est allé à cette élection. Et aujourd'hui, il veut encore manipuler les gens. Pas de réforme, pas d'élection. Fonya Singbe ne va pas le laisser être candidat. Ah bon, donc en 2015, on pouvait le laisser. Aujourd'hui, on ne peut pas le laisser. Bien sûr, quand on va encore les appeler, ils vont accepter que Fonya Singbe est à cette élection. Mais cette fois-ci, ils vont changer de formule. Ils vont dire non, on n'est pas d'accord, mais après, ils vont appeler les gens à aller à cette élection. Ils vont appeler les gens à aller à cette élection. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et quand je vous dis souvent que le régime là, c'est l'opposition qui l'aide à s'enraciner, vous n'êtes souvent pas d'accord avec moi. Il y a une formule très simple que UNI peut mettre en branle, que le parti peut mettre en branle. Vous savez, la formule est très simple. Si l'opposition dit Fonya Singbe ne veut pas être candidat, UNI peut dire aussi Fonya Singbe ne veut pas être candidat. Le pouvoir, ceux qui dirigent le pouvoir de Lomé, pourront dire aussi Fonya Singbe ne veut pas être candidat. Et maintenant, Fonya Singbe n'est pas candidat.
UNI va poser quelqu'un. Et la personne va aller à cette élection-là avec les opposants. Et UNI va encore gagner. UNI va faire encore. Celui-là va faire peut-être 2 mandats. Et après, il va partir. On va faire venir encore un autre Nyasingbe. Et maintenant, ça veut dire quoi? Le régime là s'enracine davantage. Le régime là s'éternise au pouvoir. Ce que l'opposition est en train de faire, et on leur dit, ils ne veulent pas comprendre. Ils aident le régime à s'enraciner, à bourrer leur ménage pour adopter des stratégies pour s'éterniser au pouvoir. Cette crise là est en train d'aider 2 entités. La première entité, c'est le pouvoir. Parce que depuis que cette crise là est arrivée, UNI se fait peau neuve. On a organisé 4 congrès en 4 mois. UNI a des départements maintenant, départements jeunes, départements femmes. Et UNI est régulièrement sur le terrain en train de convaincre les probables, les éventuels électeurs pour les législatives à venir, pour les locales à venir, pour les présidentielles. Si l'opposition reste dans sa rêverie, elle va aider le pouvoir, le régime à s'enraciner davantage. Je répète ce que je viens de dire. Si l'opposition tient à ce que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat, Faure Gnassingbé peut l'accepter. Son pouvoir aussi peut l'accepter. On lui dit, Faure Gnassingbé, toi va rester quelque part. Tu as déjà fait 3 mandats. Maintenant, nous, on prend le pouvoir. On fait venir quelqu'un, la personne va gagner, la personne va faire 2 mandats. Est-ce qu'il y aura alternance? Non. Cette personne va partir. Un Gnassingbé va venir. Peut-être Faure pourrait revenir. Ou un autre Gnassingbé pourrait revenir. À la Poutine, par exemple. À la Poutine, Faure Gnassingbé pourrait revenir. Ça veut dire UNI sur en train de faire 60 ans, 70 ans, 80 ans au pouvoir. L'opposition ne mesure jamais ce qu'elle pose comme acte. Notre opposition, c'est le grand malheur des Togolais. Elle ne mesure jamais les actes qu'elle pose. Elle se jette dans des choses et après elle regrette. Moi, je serai à la place, je ne m'attaquerai jamais à Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, ce n'est pas le problème, c'est un système. Si Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, il n'y aurait pas alternance. Mais écoutez, il n'y aurait pas alternance. Que les gens ne se trompent, il n'y aurait pas alternance. Écrivez ça. Il n'y aurait pas alternance en 2020. Faure Gnassingbé peut ne pas être candidat en 2020. Mais il n'y aura pas alternance en 2020. Mais Fimet, c'est quoi? Aussi, les protagonistes, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition, arrivent à mettre en place les réformes essentielles qui garantissent de la transparence dans le fonctionnement des institutions et même au niveau de l'organisation des élections. Fimet Eko-Agbo, l'alternance peut être la bienvenue. L'alternance peut être la bienvenue. Si l'opposition peut être une alternative crédible, si l'opposition, on peut lui remettre le pouvoir et l'État, le fonctionnement de l'État, et c'est comment ça se passe, il y aura alternance. Mais avec cette opposition, on ne peut pas avoir l'alternance. Cette opposition n'est pas sérieuse politiquement pour avoir le pouvoir. Je vous dis, avec cette opposition, on ne peut pas avoir l'alternance. Avec cette opposition, on ne peut pas avoir l'alternance. Parce que si vous étiez de ceux-là qui sont vraiment attachés à l'esprit d'alternance, la démarche serait tout autre. La démarche ne serait pas activiste. Cette opposition, elle est activiste. Elle n'est pas prête pour avoir le pouvoir. Parce qu'elle favorise tout régime. Elle s'attache à Faure Gnassingbé qui n'est pas le problème. Le système est là. Il n'y aura pas alternance en 2020. Faure Gnassingbé pourrait ne pas être candidat. Mais il n'y aura pas alternance en 2020. Le régime va envoyer quelqu'un qui va gagner. Il va faire 10 ans. Peut-être Faure Gnassingbé pourrait revenir. On fera 80 ans de pouvoir avec UNI. Il ne mesure rien. Il se jette toujours sur Faure Gnassingbé. Il personnalise. Vous savez ce qui détruit la politique togolaise? C'est la haine. C'est la passion. Vous parlez comme le pasteur Johannes Bavon du Phare. Je ne suis pas pasteur. Vous savez, c'est la haine, c'est la passion, c'est la haine, la passion. L'émotion. J'ai été très sidéré d'avoir écouté certains leaders de partis politiques dire des choses pas possibles, horribles, qui braquent le régime. Cette opposition braque le régime. Nicodème Abia disait par exemple il y a quelques jours sur une antenne de la place que dès qu'il y aura alternance dans ce pays, les propriétaires terriens du sud reprendraient leur terrain à ces militaires, à ces généraux, à ces colonels qui ont eu donc à s'occuper cette terre. Vous voyez de tels propos? Les gens n'ont pas encore quitté le pouvoir. Et maintenant, vous les soumettez à la justice, dans votre tête. Vous les léchez indirectement. Les gens n'ont pas encore quitté le pouvoir. Mais vous organisez des manifestations et certains de vos manifestants vont casser leur maison.
Ils sont toujours au pouvoir. Et vous leur dites, quand nous prenons le pouvoir, on va digérer, on va prendre leur terre. Et vous voulez qu'il y ait alternance? Mais vous blaguez! Les Togolais blaguent! Pour vous, They are joking! il n'y a pas de garantie. L'opposition ne donne L'opposition pas ne de peut- garantie au pouvoir. L'opposition ne donne pas de garantie. Non, l'opposition est là. L'opposition ne sait pas ce qu'on appelle pouvoir là. Cette opposition ne sait pas ce qu'on appelle pouvoir. Pour vous, le pouvoir se négocie. Par exemple, ça se négocie. Ce que Nicodème a bien dit hier, sur une avant-hier, écoutez, elle serait un homme responsable, un leader responsable, il ne tiendrait jamais de tels propos. Peut-être ces propos-là pourraient être tenus par des militants, des sympathisants, des gens de rue, tout ça. Mais un responsable, c'est un rassembleur. Parce que ce que vous oubliez, ce que les Togolais oublient, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des Togolais. Et ils nourrissent des millions de Togolais. Ceux qui sont au pouvoir sont des Togolais. Ils nourrissent des millions de Togolais. Il y a des gens qui n'ont peut-être jamais voté pour eux, mais qui vont chez eux prendre de l'argent. Ceux qui sont au pouvoir sont des Togolais, qui nourrissent des millions de Togolais. Je reprends, ceux qui sont au pouvoir sont des Togolais. Et ils nourrissent des millions de Togolais. Ils payent des frais de scolarité à des millions, à des milliers d'élèves, des milliers d'étudiants. Mais, et vous dites, quand vous êtes pas le pouvoir, vous êtes qui? Écoutez, il faut que l'opposition là soit sérieuse et soit responsable dans ces propos-là. Dans ces discours. Dans ces propos, dans ces discours. Sinon, il n'y aura pas de tenance. La tenance en 2020, il faut oublier ça. Quand les gens s'imaginent des choses, peut-être qu'il y aura révolution, il y aura ceci. Non. Firmin Tekoagbo, ma question à vous, quel sera donc le prix à payer pour la tenance? Le prix à payer pour la tenance, il faut un compromis politique. Un compromis politique. Aller s'asseoir avec Faure Gnassingbé et lui demander qu'est-ce que vous voulez. Si Faure Gnassingbé dit, comme les Agbeom et les maîtres de Guil avaient proposé en 2014, si Faure Gnassingbé dit, ok, je veux faire encore 2 mandats, vous ne pouvez laisser lui la possibilité. Si vous lui dites non, nous sommes sur un terrain de négociation, ok, peut-être on peut vous laisser aller en 2020, mais après 2025, nous aussi on va venir. Votre système va être en place, on ne va pas venir dégager des choses et on va vous assurer certaines garanties après le pouvoir. Il n'y aura personne qui sera poursuivi, il y aura amnistie, il y aura ci, il y aura ça. Et ici, c'est le prix à payer, on le paye. Agbeom, Kodio et Degli avaient proposé ça à l'époque. Si c'est le prix à payer, laissons Faure Gnassingbé être candidat en 2015 et il serait dans son dernier mandat aujourd'hui. Ses opposants, les Jean-Pierre Fabre, avaient dit non. Et l'erreur en politique est impardonnable. L'erreur en politique est impardonnable. L'erreur en politique est impardonnable. Et l'opposition est en train de subir. Vous savez, en tout cas, je l'ai toujours dit, vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi. Cette opposition, elle n'est pas prête pour la tenance. Firmin Tekoagbo, Tiki Achadam enfonce le clou. C'est bien vrai que la C14 parle de nos candidatures de Faure Gnassingbé en 2020 et également de la mise en place d'un gouvernement de transition. Mais pour Tiki Achadam, cette transition doit se faire sans Faure Gnassingbé. Il n'est pas question, dit-il, d'un gouvernement d'union nationale. Il est bel et bien question d'une transition sans Faure, avec laquelle, sans Faure, laquelle va nous conduire plutôt aux élections législatives, locales et présidentielles. On ne peut pas faire tout ce que l'on a fait jusqu'aujourd'hui pour des portefeuilles ministériels. Les revendications du peuple n'ont pas changé. La constitution de 92 et le vote de la diaspora ou alors le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Faure Masco. Cette phrase-là revient. Moi, Tiki, je le dis, lui, au moins, lui, il est cohérent. Il reste toujours dans sa logique. Il reste toujours dans sa logique. Il est toujours cohérent. Vous savez que c'est quelqu'un d'intelligent. Sauf que je me dis qu'il a beaucoup lu les livres de révolutionnaires, de Sankara, de Che Guevara, de Lumumba, tout ça. Ces activistes-là, qui ont existé dans le passé, qui ont existé ne sont pas... leurs idéologies ne sont pas compatibles avec la politique moderne. La politique moderne, c'est une négociation intérêt. On ne vient pas pour dégager des pouvoirs comme ça. Non, il n'y a pas de révolution spontanée. Hein. La révolution spontanée n'a jamais existé. Hein. C'est toujours préparé. C'est toujours préparé. La révolution spontanée n'a jamais existé. Que les gens disent révolution, il n'y aura pas de révolution. Au Togo, là, il n'y aura pas de révolution. Oubliez ça. Ah bon? Il n'y aura pas de révolution. En tout cas, nous ne la souhaitons pas. Il n'y aura pas de révolution. Vous connaissez ce pays-là? Avec le dispositif militaire. Vous connaissez ce pays-là? Il n'y aura pas de révolution. Les Blancs, même les Occidentaux, ne permettront pas à ce qu'il y ait révolution. Les Occidentaux, je dis, ils ne permettraient jamais à ce qu'il y ait révolution. C'est un pays sérieux.
Il n'y aurait pas de révolution dans ce pays. Que les gens laissent ça de la tête. Il n'y aura pas de révolution. Si les gens s'attendent à ce qu'on ait une révolution à l'avenir, il n'y aurait pas de révolution. Il n'y aurait pas de lutte armée ici dans ce pays. Que les gens lèvent ça de la tête. Si les jeunes se gosillent ou se gabanisent pour dire qu'il y a une révolution. Voilà où Mibalo. Il n'y aurait pas ça dans ce pays. Révolution, lutte armée, oubliez ça. Rayez ça de vos cervelles. Il n'y aurait pas ça dans ce pays. Ce pays est trop sérieux. Ce pays, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas l'Égypte. Ce pays est trop sérieux. Ce pays est trop sérieux. Il n'y aurait jamais révolution et lutte armée dans ce pays. Ceux-là qui l'ont essayé à un moment donné, ils ont vu les résultats. Il n'y aurait pas ça. Lutte armée, coup d'État, oubliez ça. Révolution, oubliez ça. Les jeunes qui se gabanent et puis on les trompe, on leur met des choses dans la tête, oubliez ça. On va vous tuer pour rien. Ce régime-là, il est trop sérieux. Ne blaguez pas avec ce régime. Hein. Ce régime est sérieux. Je vais te quoi bon, je reviens. Une transition sans fort est-elle possible? Écoutez. D'abord, la transition est-elle possible? La transition, il faut oublier ça. On n'est pas dans une crise. Écoutez, c'est de la rêverie. Ce régime va vous appeler, vous dire, ok, on va organiser transition. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Vous n'êtes pas venu au boulot. Mais cette transition permettra à ce que les deux camps puissent se mettre ensemble pour travailler sur les réformes. Non, l'opposition ne veut pas se mettre ensemble avec le pouvoir pour parler des choses sérieuses. Bon. Oui, cette opposition-là, à moins qu'on ait une autre opposition à l'avenir, cette opposition ne veut pas se mettre à table avec... N'est-ce pas l'esprit de la transition? C'est l'esprit de la transition, mais l'opposition vient avec son esprit braqué. Je viens pour dégager le régime. Il n'y aura pas de transition avec ça. L'opposition vient avec un esprit braqué, avec un truc personnalisé. Je viens pour dégager quelqu'un. Ça n'existera pas. Donc pour vous, l'opposition doit plutôt agir au niveau de cette transition en restant dans la logique de mettre en place les fondamentaux pour une alternance à l'avenir. Oui, mais cette opposition n'est pas éprise de l'intérêt général et de l'avenir de ce pays. Cette opposition-là n'est pas éprise de l'intérêt général et de l'avenir de ce pays. Cette opposition... Mais Firmin, vouloir avoir les choses de façon immédiate, est-ce ne pas vouloir l'intérêt du... Non, les choses de façon immédiate... Est-ce ne pas défendre l'intérêt général? Je vous ai parlé du pouvoir et de l'État. Ça a des règles. Quand vous ne les respectez pas, vous êtes pressé pour aller où? Cette opposition est pressée. Ah, je comprends. Ils ont déjà plus de 60 ans. Je comprends. Ça fait près de 30 ans qu'ils sont engagés dans cette lutte. Ils sont engagés dans les luttes. Mais là, je vous dis, Fonyassingbe va les appeler et va vous dire, ok, on va organiser une transition. Bon, je vous remets le pouvoir, organiser la transition. Donc, on va voir les rues du pays, les gens qui ici, être nommés ministres. Et donc, ils vont gérer le pays comment? Est-ce qu'ils savent comment la sécurité du pays est assurée? Et s'ils mettent les régions... peut-être. Ah bon? Un pays, ça fonctionne. Hein? Il y a continuité de l'État. Hein? Un pays ne s'arrête pas et puis on dit on va tout reprendre à zéro. Non, hein? Un pays savent. Est-ce qu'ils mettent les régions militaires du pays? Est-ce qu'ils savent comment l'État fait pour assurer la sécurité des frontières? Est-ce qu'ils savent comment l'État fait pour assurer la sécurité des institutions? Est-ce qu'ils savent comment l'État fait pour assurer leur propre sécurité? Et pour vous, ils doivent aller à cette école auprès du pouvoir. Ils doivent aller à ce. Si vous ne faites pas, c'est cette offre politique-là que vous proposez au lobby et à la communauté internationale. Quand nous serons là, c'est ce que nous ferons. Et ça rassure d'une certaine stabilité après ceux qui dirigent aujourd'hui. Après ceux qui dirigent. Quand vous n'avez pas... Est-ce qu'ils savent? Ils savent combien le pouvoir envoie la CEDEAO comme contribution? Parce que quand vous êtes membre d'une institution internationale, vous envoyez une contribution. Vous contribuez. Est-ce qu'ils savent combien le Togo envoie à l'Union africaine, aux Nations Unies, à l'UEMOA? Est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne? Et ils veulent qu'on leur remette le pouvoir comme ça. Donc, il faut laisser passer le vœu et dire que je suis fatigué. Quand vous me demandez de partir, je vais partir. Donc, venez. Et donc, je suis un président, il va venir et puis diriger le pays. Non. C'est de la blague. C'est de la blague. Donc, au niveau de la diaspora, des leaders politiques, des compatriotes travaillent également, peut-être là-bas avec des lobbies pour pouvoir... Des lobbies, vous avez vu un lobby. Vous avez vu un lobby soutenir cette diaspora-là. Et il n'y a pas encore d'attenance. Ça n'arrivera pas. Il faut rayer ça de la tête. Monsieur Goka, enlever ça. La diaspora proche du pouvoir n'est pas proche de l'opposition. Les Européens, là quoi? Cette diaspora-là quoi? Non, quand les gens disent... La diaspora, c'est quoi, monsieur? La diaspora, c'est des gens... Il y a une diaspora intelligente qui est partie. Les gens sont allés étudier, ils sont restés là-bas sans contrôle. Il y a une diaspora composée de mécaniciens, d'électriciens, des gens qui n'ont pas terminé les études, des gens qui ont gagné le visa et qui sont allés là. Et du jour au lendemain, ils parlent de Fonyassingbe, ils disent le pouvoir de partir, Il y a des gens même qui beaucoup m'insultent, hein, qui m'écrivent, ils me bossent sur Facebook, qui me disent... Et puis quand je vois la manière dont ils formulent les lettres de la langue française, je me dis, mais ceux-là aussi vont parler de pouvoir.
Et puis il y a la diaspora, une partie de la diaspora qui a quitté parce qu'il y avait des problèmes politiques à l'époque. On les comprend tous. Mais c'est cette diaspora qui dit on va détruire le pays, puis on va reconstruire. Mais la diaspora togolaise, une partie de la diaspora togolaise n'est pas sérieuse. Moi, si j'ai fait partie de la diaspora, non. J'ai fait un Ghana au Ghana, j'ai fait des mois au Ouagadougou. Moi, je ne fais pas partie de la diaspora, non. Mais la diaspora, elle rêve. Moi, je connais un ami qui était très réaliste ici. On a fait un facture de droit ensemble. Quand cette crise a commencé, il dit non, c'est fini pour le régime. En octobre 2017, Yassine va partir. J'ai dit, mais tu rêves quoi? Tu as quoi? Tu fais des années en France et tu es devenu quoi? Il dit non, c'est fini, ça va partir. Cette diaspora va raconter quel lobby, man. Vous connaissez les services de renseignement du Togo. Ne blaguez pas, hein, monsieur. C'est pour ça que je dis aux Togolais, ne blaguez pas avec votre vie. Ce régime-là est trop sérieux. Vous savez, il y a un problème que les gens doivent savoir. Peut-être nous avons 3 minutes. Il y a un problème que les gens doivent savoir, que les gens doivent maîtriser. Vous savez, quand vous suivez un peu ce qui se passe en Tunisie actuellement, les Tunisiens sont en train de regretter la révolution. Ils disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'État, il n'y a plus d'autorité. Les conditions sont plus difficiles qu'au temps de Ben Ali, parce que cela n'a pas été préparé. Il y a un problème avec la Libye que tout le monde maîtrise, parce que cela n'a pas été préparé. Mais il y a un problème aussi avec l'Égypte. Regardez, quand le truc a commencé, quand les Occidentaux ont dit à Hosni Moubarak, on ne veut plus de toi, ils l'ont pris. Mais ils ont dit aussi, bon, on va laisser un civil venir voir. Égypte, 95 millions d'habitants, le 3e pays le plus populaire d'Afrique après l'Éthiopie, et après le Nigeria et l'Éthiopie. Le 3e, le pays le plus populaire du monde arabe, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. Un pays proche d'Israël, très cher aux Américains. Les Américains ont dit, ok, on laisse un civil venir. On a fait venir Mohamed Morsi. On dit non, il ne pouvait pas tenir. Un an après, on l'a sauté et on l'a mis en prison jusqu'à présent. Maintenant, on dit, il faut choisir un militaire. Il faut remettre le pays là entre les mains de l'armée. On a fait venir un militaire général, Abdel Fattah al-Sisi, très proche de Hosni Moubarak. Et on lui a dit, tu sécurises le pays. C'est le premier Américain. Ce sont les Américains qui l'ont choisi. Et quel a été son premier discours? Il a dit, quand il est venu en 2013, al-Sisi a dit, je prends le pouvoir, oubliez la démocratie pendant 25 ans. C'est ce qu'il a dit, oubliez la démocratie pendant 25 ans. Et on va assurer la sécurité de tout le monde, on va travailler sérieux. Et après, Hollande est allé le féliciter. Ça veut dire quoi? C'est la dictature là-bas. Ça veut dire quoi? Il arrive des moments, les Occidentaux choisissent juste une chose. Entre la sécurité et la liberté. Ils choisissent la sécurité. Ils choisissent la sécurité. Qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? Ce que je voudrais essayer de dire, c'est pour dire la préférence Yassine doit être préparée. Si cela n'est pas préparé, il y aura danger. Mais les lobbies, la communauté internationale et ceux-là qui dirigent le pouvoir n'accepteront jamais qu'il y ait danger dans ce pays. Donc, si Faure Gnassingbé va être un problème pour ce régime même, le régime va se dépasser de Faure Gnassingbé, va le laisser quelque part, il va reprendre, l'armée va revenir, on va placer quelqu'un d'autre qui va faire la volonté et du régime et des lobbies internationaux. La communauté, l'opposition togolaise doit apprendre tout ça. Comment fonctionne l'État? C'est sérieux, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas Faure Gnassingbé parti ou pas. Le problème, ça dépasse les enjeux nationaux. Merci à vous, Firmet Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique, d'avoir été donc présent sur ce plateau. Merci beaucoup à M. Gouka. J'espère, avec la grâce de Dieu, avoir été utile. Parce que notre ambition, c'est que les choses marchent. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Je lui ai dit, je gagne beaucoup. Ce que je gagne, c'est que le Togo va bien. Ce que je veux toujours gagner, c'est qu'il y ait toujours la paix et que les entreprises fonctionnent, qu'il y ait beaucoup d'investisseurs dans ce pays et que tout le monde puisse trouver à manger et qu'on ait un pouvoir qui s'attache vraiment à la démocratie, qui punisse l'impunité, que ce pouvoir-là punisse la corruption et qui ait la bonne gouvernance. Qu'on ait une opposition qui constitue vraiment une alternative crédible, qui puisse faire face au pouvoir par rapport aux idées très intéressantes et que cette opposition-là puisse proposer des choses intéressantes pour jouer le rôle de gendarme en face de ce pouvoir. Et qu'on ait des citoyens très libres qui jouissent de leur liberté, de leurs droits et que le pays puisse avancer. C'est mon intérêt. Mon intérêt, c'est que le Togo de demain soit un pays prospère. Merci une fois encore, merci à vous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ici sur la Super Radio Métropolis Lomé. Merci à Happy Debeur pour l'assistance technique et à toute l'équipe de la rédaction. Au micro et les Klungoka, donc à nous c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce de Dieu, surtout en ce vendredi saint.